Antoine est donc professeur à l'université en Espagne. Il va nous dire d'où exactement où dans quelques minutes. Et il est donc spécialiste des questions d'énergie. Il enseigne un cours là-dessus. Il est prof de physique des plasmas. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est. Je crois pas que tu vas l'expliquer. C'est pas le sujet du jour, mais quand même, ça touche à l'astrophysique et à des choses qui sont en lien avec l'énergie et d'autres aspects du changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur toi? Que tu as publié plus de 80 articles dans des revues scientifiques, plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur ce complexe énergético-climatique qui va être le sujet de ton exposé ce soir, et aussi dire que tu as été pasteur pendant plusieurs années à Madrid, où tu résides actuellement, puisque Antoine a la chance d'être marié avec une Espagnole et d'avoir trois enfants qui sont déjà assez grands. Voilà. Alors, je te cède la parole, Antoine, et merci d'être avec nous ce soir, et on se réjouit de t'écouter. Donc voilà, je m'appelle Antoine Brett, je suis prof de fac en Espagne. Ici, vous avez mon email, hein, c'est facile, c'est mon prénom, mon nom, hotmail.com. Donc depuis que je suis là en Espagne, j'enseigne un cours sur les histoires d'énergie-climat. Donc c'est pas ma recherche, hein, c'est mon enseignement. Ma recherche, ça, depuis pas mal de temps, c'est la fusion thermonucléaire, des trucs en astrophysique, des choses comme ça. Mais justement, parce que je faisais des recherches en fusion thermonucléaire, j'avais envie d'avoir une vision globale du problème. Et pour apprendre des choses, le mieux, c'est de les enseigner. C'est très efficace, je trouve. Donc voilà, j'ai publié mon cours chez Springer en 2014. Donc ça, c'est le point de départ, ce dont je vais partir, c'est-à-dire ce dont je ne vais pas parler et ce que je ne vais pas expliquer. Donc je considère un peu comme acquis que les émissions humaines provoquent un réchauffement, que le pire des scénarios, c'est-à-dire on s'en fiche et on brûle tout, conduit à un probable plus 4 degrés. Comme moins 4 degrés, c'est un âge de glace, moins 4 par rapport à maintenant, plus 4, ça peut être un gros problème. Donc là, je vous ai mis quelques sources pour en savoir plus là-dessus. Donc là, vous avez le GIEC, IPCC en anglais, la page de Janco sur le changement climatique qui est très bien. Wikipédia aussi. Alors dans tous les domaines où je sais un peu quelque chose, j'ai jamais trouvé de grosses bêtises dans Wikipédia. Et puis ce petit livre, Évangile et changement climatique, dont Jean-François avait dirigé la parution suite à une journée qu'il avait fait sur le changement climatique et l'évangile en marge de la COP 21 en 2015, je crois. Donc voilà. Alors, zut. Alors, ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc là, on est en 2020, ici. Et là, vous avez des scénarios, vous avez sûrement déjà vu ça ailleurs, hein. Vous avez sûrement des scénarios, vous avez des scénarios d'émissions. Alors, toute la frange rose, là, c'est ce que j'appelais on s'en fiche et on brûle tout. Donc, vous avez quand même des gradations là-dedans. Et puis, tout en bas, vous avez des scénarios, allez, on va dire vertueux, où les émissions plongent à partir de 2020, plongent assez rapidement. Et donc, à la louche, si vous regardez ces émissions qui mènent à 1,5 degré, on est déjà à plus 1. Donc, plus 1,5 ou plus 2, ça fait à la louche émission zéro en 50 ans. D'accord. Et donc, je vais un peu parler de ça et des raisons pour lesquelles j'ai un peu du mal à être optimiste. Donc, l'état des lieux 2020 énergétique. Donc là, vous avez le gâteau énergétique actuel mondial, hein. Je ne parlerai que de l'échelle mondiale. Tout ce que je vais dire, c'est à l'échelle globale. D'ailleurs, plus les échelles sont grandes, plus c'est facile d'en parler, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce point de vue-là. Donc, la consommation énergétique mondiale en 2017, c'était 14 milliards de tonnes équivalent pétrole, donc gigatep. Et puis, vous voyez, donc là, vous avez du charbon, là, vous avez du pétrole, là, vous avez du gaz. Et puis ici, vous avez celles qui émettent pas. Alors, j'attire votre attention sur deux choses. D'une part, celles qui sont comme ça très médiatiques, le solaire, l'éolien, la géothermie, pour le moment, mondialement, ça fait même pas 2% du gâteau énergétique mondial.
Donc, on ne peut pas vraiment dire que la transition énergétique a commencé, ou alors elle vient de commencer. Et puis, si vous regardez les 3 compères fossiles là, ils se partagent 80% du gâteau. Et depuis que j'enseigne ça, donc depuis une quinzaine d'années, ce 80%, il est assez stable. Donc, comme les émissions viennent de ça, eh ben, il faut se débarrasser de ça. Alors, ce que je vais vous raconter, ça aura 2 grandes parties. D'abord, quelques ordres de grandeur en jeu dans les solutions. Et puis ensuite, comment évaluer quelques-uns de ces ordres de grandeur. Donc, je commence par... Tiens, c'est marrant. Voilà. Quelques ordres de grandeur en jeu dans les solutions. Alors, je commence par... Donc, on va parler de produire 14 gigatep sans énergie fossile. D'accord ? Alors ça, c'est une question que je pose à mes étudiants au début du cours. Je ne vais pas faire le sondage maintenant. Mais je leur demande combien de kilomètres d'éoliennes il faut pour remplacer une centrale électrique typique. Et je leur dis 10 km, 100 km ou 1000 km. Vous voyez, on va juste deviner la puissance de 10. Eh bien, la réponse, c'est 1000. C'est un petit calcul. Enfin, c'est un petit peu long, mais bon, ça se fait, quoi. Alors, depuis le temps que je fais ce sondage, donc j'ai à peu près 30 étudiants chaque année, je le fais depuis 5 ou 6 ans, jamais personne m'a répondu 1000. Tout le monde pense que c'est, tous mes étudiants, ils ont à peu près 25 ans, que c'est 10 ou 100. Donc évidemment, tant qu'on pense que c'est 10 ou 100, ça paraît facile. Quand on se rend compte que c'est plutôt 1000, hein, bon, d'accord, on commence à y regarder à 2 fois. Alors là, donc je vais passer pas mal de temps là-dessus parce que je déteste faire des diapos comme ça, avec plein d'informations. Mais là, il me semblait que c'était une bonne manière de résumer tout ça. Donc ça, c'est une diapo assez riche et je vais passer un petit peu de temps dessus. Donc là, vous avez récapitulé, donc c'est en page 93 de mon bouquin, la plupart des options pour produire alternatives, je dirais, pour produire 14 gigatep. Alors, pour commencer, une chose importante, hein, les pertes de stockage, par exemple, ne sont pas prises en compte parce que, par exemple, si l'énergie éolienne, si jamais ça devenait très, très massif, il faudrait la stocker. Toutes ces pertes-là, c'est pas pris en compte. TRE, c'est taux de retour énergétique. C'est si j'investis une unité d'énergie dans la production d'une source quelconque, combien d'unités d'énergie j'obtiens en retour. Alors la plupart du temps, on s'en fiche, sauf pour j'en parlerai pour les biocarburants, tout ça. Et puis la question des matières premières, non plus, je m'en occupe pas. D'abord parce que j'ai pas le temps, et puis surtout parce que j'y connais rien du tout. Donc tout ça pour dire que les chiffres que vous allez voir là, c'est vraiment des bornes inférieures. Dans la réalité serait sûrement plus méchante que ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un inventaire de l'endroit où on peut trouver de l'énergie? Donc, si vous demandez à un physicien, il va vous dire, donc là, je vous attire sur la gauche de l'écran, il va vous dire que des bouteilles énergétiques, il n'y en a pas 36. Soit vous devez trouver de l'énergie cinétique, soit vous devez trouver ce qu'on appelle de l'énergie potentielle, c'est-à-dire une énergie qui a besoin d'une force fondamentale pour se révéler, je dirais. Et des forces fondamentales, dans la nature, il y en a 4. Enfin, dans celle de l'univers, il y en a 4. Il y a la gravitation, il y a la force électromagnétique, puis les forces nucléaires. Alors, force nucléaire, il y en a 2, mais je demande pardon d'avance aux physiciens nucléaires qui seraient dans la salle Zoom. On va dire qu'il n'y en a qu'une seule pour simplifier les choses. Donc, si vous cherchez une bouteille énergétique d'énergie cinétique, il faut trouver des choses qui bougent dans la nature qu'on n'a pas mises en mouvement nous, que la nature met en mouvement toute seule. Donc, bien évidemment, l'énergie éolienne, c'est la première idée. Le vent, ça bouge. Donc, on va mettre des éoliennes qui vont piquer l'énergie cinétique du vent, c'est-à-dire l'énergie du mouvement, quoi, pour simplifier. Et puis, on va faire de l'électricité avec ça. Alors, quand vous faites des petits calculs, vous vous rendrez compte que juste avec ce truc-là, donc l'énergie éolienne, pour fabriquer 14 gigatep, il faudrait un champ d'éoliennes de 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 20 France ou alors une États-Unis. On peut aussi avoir l'idée d'attraper, il y a aussi des courants marins. Donc ça, c'est aussi un truc qui bouge et on n'a rien fait pour le faire bouger. Alors ça, c'est un petit calcul aussi qui n'est pas très compliqué. Vous prenez le Gulf Stream, qui est un courant océanique transatlantique qui part grosso modo de la Floride pour aller en Angleterre.
Si vous arriviez à lui voler son énergie pendant 1 an, ce qui serait stupide parce que ça aurait des... D'abord, c'est impossible, et puis ensuite, c'est stupide parce que ça aurait des conséquences climatiques catastrophiques. Mais de toute façon, quand bien même vous arriveriez, vous n'auriez que 5% de nos 14 gigatep. Donc tout ça pour dire que localement, les courants océaniques, ça peut être une bonne idée, mais globalement, ça va pas marcher. Maintenant, l'énergie solaire, on peut considérer que l'énergie solaire, c'est l'énergie cinétique des photons qui nous arrivent du Soleil. Il faudrait à peu près 1 million de kilomètres carrés de panneaux solaires. J'ai dû compter 15% de rendement là pour les intimes. Donc 1 million de kilomètres carrés, ça fait 2 fois les surfaces construites mondiales dans le monde en 2020. Et puis bon, ça fait 2 France. Et puis la géothermie, alors peut-être que ça vous étonne que la géothermie soit là-dedans, dans cette rubrique énergie cinétique. Donc c'est juste que du point de vue microscopique, la chaleur qu'il y a dans un objet, dans de l'eau par exemple, c'est juste l'énergie cinétique de ces molécules qui bougent dans tous les sens. Donc c'est pour ça que la géothermie, finalement, ça vient là-dedans. Donc comme le centre de la Terre est chaud, il y a un flux de chaleur qui en permanence s'échappe par la surface de la Terre. Et ce flux de chaleur, si vous arriviez à le capturer parfaitement à travers toutes les zones volcaniques du monde, ça fait à peu près 1% du globe. Vous auriez moins d'1% de nos 14 gigatep. Donc de nouveau, localement, c'est une très bonne idée, comme en Islande, mais globalement, ça ne va pas le faire. Alors maintenant, je passe aux énergies potentielles et la gravité. Donc pour... Antoine, oui. Juste un petit problème technique, en fait, comme tu es l'animateur maintenant de la réunion, est-ce que Oui. tu pourrais t'assurer qu'il n'y a pas de gens de temps en temps qui arrivent dans la salle d'attente et qu'il faudrait admettre? Oui, je les admets au fur et à mesure. Ah, Il y en bah, a déjà bravo, pas mal qui sont tu es arrivés. multitask. D'accord, magnifique. Merci, je ne t'interromps Pas de plus alors. problème. Alors, pour exploiter la force de gravité, il faut trouver des trucs que la nature fait tomber en l'air, et puis des trucs qui restent en l'air, et comme ça, ensuite, on peut contrôler le reste de la chute. Alors, les choses que la nature fait tomber en l'air, il y a la pluie, et puis pour que ça reste en l'air, il faut des montagnes. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris que l'énergie hydroélectrique, ça a forcément un maximum théorique indépassable. Parce qu'une fois qu'il a plu dans une année tout ce qui devait pleuvoir et que c'est tombé sur toutes les montagnes que vous aviez, vous n'allez pas réussir à faire tomber plus que ça. Alors pour la France, des pays comme la France ou l'Espagne, il y a plein de montagnes en Espagne. Le maximum théorique est déjà presque atteint. Et mondialement, je crois qu'il n'est pas encore atteint, mais selon les estimations que j'ai vues, le top mondial, ce serait 10% de nos 14 gigatep. D'accord ? Alors ensuite, je passe à l'énergie potentielle de la force électromagnétique. Alors là, toute la chimie est là, toute la combustion est là, tout ce qui brûle est là. Donc pour le moment, on vit dans cette catégorie force électromagnétique. Brûler les combustibles fossiles, c'est des réactions chimiques, c'est complètement là. Donc parmi les alternatives dont on parle assez souvent, il y aurait les biocarburants. Alors là, les biocarburants, pour arriver à fournir 14 gigatep en biocarburants, il faudrait une vingtaine de millions de kilomètres carrés de culture. Et alors là, j'attire votre attention sur le fait que le taux de retour énergétique est vraiment très bas pour les biocarburants, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie pour les produire. Et la dernière fois que j'ai vérifié, que j'ai regardé le débat académique là-dessus, les gens se demandaient si pour produire une unité d'énergie de biocarburant, il faut plus ou moins une unité d'énergie. Donc il se pourrait même que ce soit en fait un puits énergétique et pas une source. Wood fuel, ça s'est brûlé de manière responsable du bois, c'est-à-dire je ne brûle en 1 an que ce qui pousse en 1 an. Donc comme ça, je massacre pas toutes mes forêts. Donc pour arriver à produire 14 gigatep par an, il faudrait mettre en culture le double de toutes les forêts mondiales qu'il y avait en 2005. Et puis la force nucléaire. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette diapo marathon. Tout d'un coup, on passe de milliards de tonnes à milliers de tonnes, vous voyez. Et donc, il y a un facteur 1 million, et ce facteur 1 million, il a des raisons d'être fondamentales, très profondes, des rapports de force entre la force électromagnétique et la force nucléaire, et tout ça. Donc, il faudrait fissionner 6000 tonnes d'uranium 235,
il n'y aurait pas assez d'uranium 235 pour ça. Donc, il faudrait commencer à brûler autre chose dans les centrales nucléaires. Mais bon, typiquement, il faudrait multiplier par 20 le parc nucléaire qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et puis, la fusion thermonucléaire, vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, hein, c'est le contraire de la fission. La fission, c'est Hiroshima et Nagasaki, et la fusion, c'est la bombe H. Donc là, tout d'un coup, c'est encore plus compact, hein, moins de 1000 tonnes de deutérium, moins de 1000 tonnes de tritium, il faut fusionner ça. Mais ce serait vraiment une très très grande surprise que ce soit prêt pour prendre une part significative du gâteau énergétique dans les 50 années prochaines. Donc voilà, je sais bien qu'aucune solution ne va être complètement centrée sur une source d'énergie, mais je crois que c'est intéressant de connaître un peu ces ordres de grandeur. Alors maintenant, ah oui, puis alors l'hydrogène, l'hydrogène, il faut savoir que des puits d'hydrogène, il n'y en a pas sur Terre. Donc l'hydrogène, c'est très bien pour stocker l'énergie, mais c'est une batterie, c'est pas une source. Donc j'ai même pas mis l'hydrogène dans ce diagramme, dans cette diapo, parce que c'est pas une source, tout simplement. Même si assez souvent c'est vendu comme ça, quoi. Alors maintenant, on parle souvent de planter des arbres, parce qu'évidemment, vu de manière très très peu romantique, un arbre, c'est juste un gros bloc de carbone. Donc disons qu'on puisse stocker 200 tonnes de carbone par hectare. Alors ce chiffre-là, tout à l'heure, hein, dans 10 minutes, on va le calculer ensemble. Et vous allez voir qu'il n'a rien de mystérieux. Actuellement, on émet 10 gigatonnes de carbone par an. Ce chiffre-là aussi, il n'a rien de mystérieux. On va le calculer ensemble. Donc vous faites la division. Pour sortir de l'atmosphère 10 gigatonnes de carbone, eh ben, il faut faire pousser une France de forêt. Alors c'est très rapide à couper et c'est long à pousser. Parce que vos arbres, ils vont pousser en quelques dizaines d'années. D'accord. Alors que vous sachiez, hein, pour le moment, on coupe. Ça, c'est un graphe de la déforestation globale que j'ai pris sur ce site web. Là, on voit ça en bas à gauche. Depuis 2 siècles, on a déforesté 36 France dans le monde, c'est-à-dire 36 années 2020. Donc, de tout le carbone, de tout le CO2 qu'on a mis là-haut, 36 années. Alors qu'on met là-haut, évidemment, parce que quand on coupe du bois, en général, assez souvent, il finit par se faire brûler. Donc, c'est pour ça que c'est des émissions. Autre problème, quelles sont les sources qui croissent le plus depuis 20 ans? Est-ce que les non-émettrices sont en train de gagner du terrain sur les émettrices? Ben non. Donc la transition, elle n'est pas vraiment commencée. Enfin, au niveau mondial, de nouveau, hein. Vous voyez que depuis 20 ans, les sources émettrices ont progressé de 3,5, on va dire, milliards de tonnes équivalent pétrole en consommation mondiale. Les non-émettrices, de même pas une. Donc les émettrices croissent plus que, en ce moment, plus que les non-émettrices. Autre problème à mon sens, c'est que des fossiles, il en reste plein. Donc là, vous avez un graphe que j'ai piqué d'un article qui a été fait en 2012. En abscisse, là, vous avez 3 siècles. Donc c'est vraiment échelle globale. Donc on est plus ou moins au milieu. Et donc vous avez les courbes, les petits triangles, les petits cercles, les petits carrés, c'est l'histoire. Et puis les courbes, c'est des analyses, genre Hubbert, pour ceux que ça intéresse. Alors, ça, c'est le pétrole conventionnel. Le pic est plus ou moins derrière nous, etc. Mais il y a du non conventionnel et tout ça. Le gaz, le pic serait un petit peu devant. Le charbon, le gaz, il est le charbon, le pic serait devant, il serait aussi assez devant. Donc, en fait, on n'a pas passé même pas le pic global des combustibles fossiles. Et alors, pour moi, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'il faudrait faire un régime de fossiles, à savoir se mettre au Weight Watcher du fossile, et on vit au milieu de ces trucs-là. Et c'est très très difficile de faire un régime quand on est entouré de bonne bouffe. Voilà. Donc là, c'est un petit peu, je trouve, le pendant énergétique de la chose. Juste encore une autre chose, hein, ça aussi pour moi, c'est un problème. Il n'y a pas de secteur émetteur dominant. Là, vous avez une photo des émissions de quel secteur émet quoi. Donc, c'est des chiffres qui sont dans le dernier rapport du GIEC de 2014 et c'est des chiffres de 2010. Et vous voyez, alors, AFOLU, c'est un horrible acronyme qu'ils ont trouvé, hein, c'est l'agriculture, tout ce qui est déforestation et tout ça. Et vous voyez, un problème, c'est que il n'y a pas de sale type, quoi.
Transport 14%, les bâtiments 6%, ce truc-là 25%, produire de l'énergie 25%. Donc, par exemple, en supposant qu'on arrive à décarboner parfaitement tous les transports du monde entier, on ne gagne que 14%. Donc, moi, j'aurais adoré qu'il y ait un secteur qui fasse 90% et puis le reste 10%. Comme ça, s'il y a un secteur qui fait 90%, on sait où s'attaquer. Là, il y a plusieurs fronts, je dirais. Ce qui fait que le problème est encore moins facile. Et puis, dernière chose, qui est un peu technique, qui est juste une histoire de science du climat, enfin juste. Des points de bascule ont peut-être été dépassés. Alors ça, je sais que c'est assez hypothétique pour le moment. Mais là, vous avez une carte que j'ai piquée d'un article qui est paru dans la revue Nature l'an dernier, où il faisait... alors attendez, il faut que... Voilà. J'admette tout le monde. Il y avait des gens dans la salle d'attente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un point de bascule? C'est juste en fait un élément du système climatique qui a passé un point de non-retour et qui va s'emballer quoi qu'on fasse. Donc là, vous en avez pas mal. En plus, ils sont interconnectés. Là, vous en aviez 9 listés dans cet article. Et je vais vous parler un petit peu, mais très rapidement, du permafrost. Donc le permafrost, c'est toute la terre gelée qu'il y a au nord de la Russie et au nord du Canada aussi. Et puis ce qui se passe, c'est que si jamais il y a un réchauffement, dans ce permafrost, il y a plein de méthane. Donc si le méthane est rejeté, la température augmente. Si la température augmente, le permafrost fond encore plus, et donc il rejette encore plus de méthane, etc., etc. Et à partir d'un certain seuil de température, les scientifiques du climat, dont je ne suis pas, j'enseigne ça depuis longtemps, mais c'est pas ma recherche, comme je vous l'ai dit, les scientifiques du climat craignent que ça s'emballe tout seul et que ça continue tout seul comme un poulet à courir comme un poulet sans tête, quoi qu'on fasse. Et alors la semaine dernière, il y a cet article qui est sorti dans Nature Scientific Report, donc où les gens utilisaient un modèle très simplifié. Alors j'insiste, parce qu'ils insistent beaucoup sur le fait que leur modèle est très simplifié et qu'ils ne sont pas en train de faire une prophétie, d'accord? Mais ils comparaient 2 scénarios. Alors un scénario où les émissions admettent un maximum, voyez, vers 2050, et puis tombent à zéro en 2100. Et puis un scénario où les émissions, scénario 2, où les émissions tombent à zéro aujourd'hui. Et le résultat sur la courbe des températures est assez frappant. Donc là, vous avez 6 siècles en horizontal. Vous voyez le scénario 1 où les émissions continuent à monter et puis tombent à zéro en 2100. On atteint un max de température vers 2080. Mais après, ça continue à monter tout seul pendant des siècles, rien que parce que le permafrost suit son petit bonhomme de chemin et se dégèle tout seul. Et le scénario 2, de nouveau, vous voyez, à court terme, ça marche. Et puis ensuite, à long terme, le permafrost se dégèle tout seul. Et même si on a arrêté d'émettre, ça continue à réchauffer. Donc j'insiste, c'est un modèle très simplifié et les auteurs même disent « les gars, il faudrait faire des calculs plus précis ». Mais cette histoire de point de bascule, c'est pas mal dans l'air quand même. Alors maintenant, la deuxième partie, et ça va être plus court, je voudrais vous montrer comment on peut calculer, en fait, tous les ordres de grandeur dont je vous ai parlé, sauf le truc du permafrost là. C'est quand même pas des calculs sur le dos d'une enveloppe. Mais tout ce que je vous ai montré, c'est des calculs qui peuvent se faire un peu à la louche sur le dos d'une enveloppe. Bon, parfois une grande enveloppe, d'accord, pour l'énergie éolienne. Donc ça, je vais vous montrer ce qu'on appelle en physique des calculs à la Fermi. Donc là, vous avez Enrico Fermi. Ça, c'est le genre de questions qui posaient les étudiants. Combien il y a d'accordeurs de piano à Chicago? Après 4 mois de cours, mes étudiants me le font. J'aurais donné ça en examen. Mais l'idée, c'est de comprendre vraiment le mécanisme d'une chose, et puis ensuite, plus ou moins de deviner les puissances de 10. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est calculer les émissions des voitures françaises, en déduire la consommation et les émissions du monde en énergie, et puis le contenu en carbone d'un hectare de forêt. C'est pour ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, cherchez pas forcément à tout suivre, vous aurez accès au PowerPoint après. Je pense que le principal, c'est qu'ils sont tout à fait possibles. Et alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça montre tout à fait la robustesse de ces ordres de grandeur. Et donc, ça fait prendre conscience, je trouve, de l'envergure du problème.
Alors, calculons combien de CO2 émettent les voitures en un an. Ce qu'on va faire, c'est le calcul pour une voiture, et puis après, on multiplie par le nombre de voitures. Ah, d'accord. Donc, je fais le calcul pour une voiture. Madame Tout-le-Monde, on va dire qu'elle fait 10 000 km par an. De nouveau, 1000, c'est pas beaucoup, 100 000, c'est trop, donc je dis 10 000. Et que si c'est 7 500, je m'en fiche, je dis 10 000. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on va dire qu'elle consomme 10 litres au 100. De nouveau, c'est pas 1 litre, c'est pas 100 litres. Donc, je dis 10 litres, même si ce serait plutôt 6 ou 7, etc. Donc, chaque voiture consomme 1000 litres de carburant par an. Et ça, comme l'essence, c'est presque son poids en carbone, en atomes de carbone, on va dire, on va dire que 1000 litres, ça fait une tonne, d'accord? Je sais que l'essence, ça flotte, donc ça fait un petit peu moins, mais bon, on va arrondir, on va dire que ça fait une tonne. Donc, voilà ce qui se passe. J'ai ma voiture et je mets de l'essence dedans. Donc, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, en fait, je mets du carbone dedans. Et puis, mon carbone, il va dans ma voiture, il passe par mon moteur et puis il ressort par mon pot d'échappement. À la fin de l'année, ma voiture, elle pèse pas une tonne de plus qu'au début. Donc, c'est forcément que tout le carbone qui est entré est sorti. Et alors, ce carbone-là, vous le savez, il sort pas tout seul. Il va piquer 2 oxygènes à l'atmosphère. Et donc, à la fin, j'émets 3,6 tonnes de CO2 avec ma voiture. Je multiplie par environ 40 millions de voitures et je trouve 140 millions de tonnes de CO2. Le vrai chiffre, c'est 70 millions de tonnes. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de pas tricher. En y allant vraiment à la hache, à coup de serpe, on tombe pas trop loin. On a en tout cas l'ordre de grandeur. On a les millions de tonnes, 70, 140. On se trompe que d'un facteur 2, ce qui n'est pas énorme. Alors qu'au début, on y va juste au pif, quoi. Alors, à partir de ça, comment on sait combien d'énergie consomme le monde? Bon, nous, rien que pour notre voiture, on a 1 tonne de pétrole par an. Dans le monde, il y a des gens qui ont une voiture, il y en a qui n'en ont pas. On va dire qu'à la louche, chaque personne consomme 1 tonne de pétrole par an. De nouveau, parce que c'est pas 100 kilos et c'est pas 10 tonnes. Donc, on va dire 1 tonne. On multiplie par 7 milliards de personnes, ça fait 7 gigatep. Et le vrai chiffre, c'est 14 gigatep. Donc, vous voyez, de nouveau, on n'est pas très loin. À partir de là, 14 gigatep, on va dire que 10 gigatep, c'est des combustibles fossiles. C'est sûrement un peu plus, mais bon, de nouveau, on dit 10. On va dire que ça, c'est équivalent à 10 gigatonnes de pétrole. Et comme le pétrole en poids, on va dire que 1 tonne de pétrole, c'est 1 tonne de carbone émis, ça fait 10 gigatonnes de carbone. Et si on multiplie ça par 3,6, donc ça, c'est un truc un peu technique, c'est pour passer du carbone au CO2. Vous trouvez 36 gigatonnes de CO2. Et vous voyez, c'est pour ça que le top de l'échelle là des émissions de CO2, c'est 35 milliards de tonnes. Donc, il n'y a pas tellement de mystère dans tous ces ordres de grandeur. Et puis là, pour que vous voyez que cette histoire de carbone séquestré par les forêts, de nouveau, c'est pas un mystère. Je vais vous montrer, ça marche très bien. Donc là, j'ai 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Et là, j'ai un arbre, ok? Donc un arbre, c'est très joli. Donc je vais dire que c'est un poteau. Oui, je sais, j'ai très désacralisé l'arbre. Que c'est un poteau de 10 mètres de haut et de 1 mètre de large. Je le fais carré, comme ça, je m'embête pas avec les facteurs pi partout. Donc là, vous avez 10 mètres cubes de bois. Et je vais dire qu'il y a 10 tonnes de carbone. Là, dans ce sens-là, dans mon hectare, je vais mettre 10 arbres. Pourquoi? Parce que j'en ai pas 1 et j'en mets pas 100. Donc, j'en mets 10. Dans cette direction, dans l'autre direction, j'en mets aussi 10. Et donc, je vais pas là mettre tous les arbres parce que ça serait surchargé. Mais vous voyez, j'arrive à 100 arbres. 10 tonnes par arbre, ça fait 1000 tonnes de carbone par 1 hectare. Et là, vous avez une étude très sérieuse qui a été faite sur le contenu en carbone, 1 hectare des forêts, alors même selon leur latitude et tout ça. Vous voyez que 1000 tonnes par hectare, c'est le milieu de leur échelle et plutôt la valeur haute de ce qu'ils trouvent. Et puis dans l'ensemble, on est plutôt autour de 250-200. C'est pour ça que j'ai pris 200 tout à l'heure. Donc vous voyez que de nouveau, ces chiffres-là, ils ne sont pas tellement mystérieux. Et je pense que c'est important de savoir qu'on peut les comprendre tout ça. Donc voilà, écoutez, j'ai fini. Je pense qu'il y a pas mal d'ordres de grandeur qui sont méconnus et que tant qu'on ne les connaît pas, c'est un peu facile d'être en mode yaka faucon. Produire 14 gigatep sans les fossiles, c'est pas facile. Capter le CO2 avec des arbres, c'est pas facile non plus. Ce sont les fossiles qui progressent le plus depuis 20 ans. Je trouve que l'un des problèmes, c'est qu'il reste beaucoup trop de combustibles fossiles. Ce serait chouette qu'il n'y en ait plus.
Il n'y a pas un secteur émetteur dominant, ce qui fait qu'il faut se battre sur plusieurs fronts. Peut-être que des points de bascule sont déjà dépassés. Et alors là, c'est des choses, j'ai des diapos additionnels si vous voulez, mais je veux passer très vite dessus. Une transition, ça prend du temps, même quand les forces du marché sont derrière. Vous lisez Václav Smil, il vous donne à peu près un ordre de grandeur de 50 ans pour une transition énergétique d'envergure, on va dire. Autre problème, à mon sens, c'est que c'est aujourd'hui, et depuis plus de 30 ans, c'est les pays en voie de développement qui tirent les émissions vers le haut, donc des gens qui n'ont pas encore d'autre niveau de vie. On sait tous que changer, c'est pas facile. Et puis, comme moi, beaucoup d'entre vous auront lu Tainter, Diamond et compagnie. Et le collapse, ça n'a rien d'exceptionnel du point de vue historique. D'où la question aujourd'hui, quel message donner face à une situation énergético-climatique qui semble désespérée? Et merci beaucoup de votre attention. Voilà, voilà. Alors. Merci beaucoup, Antoine. Alors. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Antoine? Sachant que vous êtes prêts pour aller passer l'examen de fin de premier cycle universitaire à Ciudad Real. Ouais, moi j'ai une question. Oui. Ton sujet, c'était quel message donner face à une situation énergético-climatique qui semble désespérée? Et en fait, tu ne nous as pas donné la réponse. Alors, je voulais essentiellement expliquer pourquoi elle me semble désespérée. D'accord. Parce que, en fait, j'ai pas de réponse. Quand j'ai quelques éléments de réponse, mais quand on m'invite à parler, donc on m'invite pas souvent à parler dans les églises, ça m'arrive quelquefois, mais ou dans les écoles. Arrivé à ce stade, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas envie que les gens se tirent une balle dans la tête en sortant de mon cours. Mes étudiants, quand ils arrivent je donne le cours au premier semestre. Mes étudiants, quand ils arrivent en décembre, ils sont pas super chauds. Donc, pour le moment, la seule chose que j'ai trouvée et qui m'aide, c'est que, bon, je vais dire vite parce que je veux du temps pour les questions. C'est que si je me suis rendu compte que si je veux économiser l'énergie, être respectueux de l'environnement et tout ça, je vais pas le faire pour changer quelque chose ou pour que c'est un impact, mais je vais le faire parce que c'est bien. Et puis voilà. De la même manière que je dis pas je t'aime à ma femme pour qu'il y ait la paix dans le monde. Apparemment, ça marche pas. Je lui dis plusieurs fois par jour et c'est complètement raté. Et c'est les gens d'Arocha qui m'ont fait comprendre ça. Que l'idée, c'est pas d'économiser l'énergie ou etc. Enfin, l'idée, voilà, c'est pas de le faire forcément pour avoir un impact, mais parce que c'est bien. Voilà, je me suis dit, Jésus balancerait pas sa canette de coca dans la montagne. Alors, c'est de la théologie de base, hein, radez pas crête. Mais sinon, oui, voilà. En fait, je vous pose la question, quoi. Enfin, vous avez sûrement des questions pour moi, et puis la question que j'ai pour vous, c'est quand on m'invite à parler, je dis quoi? Voilà, maintenant. Alors, juste un mot à ce sujet. En fait, c'est vrai que Antoine n'a pas vraiment répondu à la question, mais il vient d'expliquer pourquoi. Par contre, moi, ça fait des années que je me pose un peu cette question aussi, et je vais vous donner quelques éléments de réflexion qui sont un peu nouveaux pour moi, que j'ai travaillé ces derniers temps et que j'ai à cœur de vous présenter. Et j'essaierai de ne pas, cette fois, de vraiment répondre à la question. Mais il faut que vous restiez avec nous. Vous savez, c'est un coup monté en fait. On fait exprès pour que vous ne partiez pas après la fin de la présentation d'Antoine. C'est le teaser, c'est ça. Ne désespérez pas trop vite. Merci pour ton exposition. Moi j'ai une question pour toi. Merci pour les éléments que tu as mis sur les différents types d'énergie. De sources d'énergie. Je me posais la question, est-ce que tu avais envisagé la question de l'énergie marémotrice parce que tu avais le Gulf Stream là que tu as analysé, mais est-ce qu'au niveau des marées, tu avais fait ce travail-là aussi? Moi, non, mais des gens, oui. Tu peux voir un bouquin qui s'appelle d'un gars qui s'appelle McKee, je crois, Without the Hot Hair en anglais. Et de nouveau, une estimation des ordres de grandeur fait qu'on est vraiment loin du compte.
Donc, on retombe dans le plan. Localement, ça peut être une très bonne idée, mais globalement, ça va pas le faire. Merci. Oui. Ton sujet, c'était quel message donner face à une situation énergético-climatique qui semble désespérée. Et en fait, tu nous as pas donné la réponse. Alors, je voulais essentiellement expliquer pourquoi elle me semble désespérée. D'accord. Parce que, en fait, j'ai pas de réponse. Pour le moment, la seule chose que j'ai trouvée et qui m'aide, c'est que, bon, je vais dire vite parce que je veux du temps pour les questions. C'est que si je me suis rendu compte que si je veux économiser l'énergie, être respectueux de l'environnement et tout ça, je vais pas le faire pour changer quelque chose ou pour que c'est un impact, mais je vais le faire parce que c'est bien. Et puis voilà. De la même manière que je dis pas je t'aime à ma femme pour qu'il y ait la paix dans le monde. Apparemment, ça marche pas. Je lui dis plusieurs fois par jour et c'est complètement raté. Et c'est les gens d'Arocha qui m'ont fait comprendre ça. Que l'idée, c'est pas d'économiser l'énergie ou etc. Enfin, l'idée, voilà, c'est pas de le faire forcément pour avoir un impact, mais parce que c'est bien. Voilà, je me suis dit, Jésus balancerait pas sa canette de coca dans la montagne. Alors, c'est de la théologie de base, hein, ras des pâquerettes. Mais sinon, oui, voilà. En fait, je vous pose la question, quoi. Enfin, vous avez sûrement des questions pour moi, et puis la question que j'ai pour vous, c'est quand on m'invite à parler, je dis quoi? Je me posais la question, est-ce que tu avais envisagé la question de l'énergie marémotrice parce que tu avais le Gulf Stream là, que tu as analysé, mais est-ce qu'au niveau des marées, tu avais fait ce travail-là aussi? Moi, non, mais des gens, oui. Tu peux voir un bouquin qui s'appelle d'un gars qui s'appelle McKee, je crois, Without the Hot Hair en anglais. Et de nouveau, une estimation des ordres de grandeur fait qu'on est vraiment loin du compte. Donc on retombe dans le plan. Localement, ça peut être une très bonne idée, mais globalement, ça va pas le faire. Le fait de s'adresser à un public avec des ordres de grandeur relativement simplistes. Et je pense que dans nos présentations, on ne se présente pas comme étant des experts techniques, des questions de climat, etc. Par contre, il faut qu'on soit tout à fait à l'aise pour avoir des ordres d'idées, etc. Et ça passe très très bien au niveau du public. Et puis, s'il y a un pinailleur qui veut aller plus loin, eh ben, on lui dit gentiment, écoutez, manifestement, vous êtes beaucoup plus compétent que moi, et approfondissez et revenez vers moi pour me donner des éléments plus précis. Timothée, merci Paul. Timothée, je crois que tu voulais prendre la parole. Et en tout cas, couper ton micro, ouvert ton micro. Donc. Oui, exactement. Merci beaucoup Antoine. Moi, j'avais peut-être une question qui est assez conceptuelle. Mais on va dire que dans toutes les énergies qu'on a mentionnées, il y en a plein qu'on comprend comme non durables. Si tu devais estimer un petit peu à long terme l'énergie durable qui serait disponible pour l'humanité comparée à aujourd'hui, tu dirais qu'on doit diminuer de combien? Parce que fossiles, on divise par 5, parce que c'est 80%. Mais, tu parles diminuer la consommation mondiale? Oui. Alors là, j'ai pas considéré de diminution parce que je me dis que déjà travailler à consommation fixe, c'est déjà pas mal vu que la population va encore augmenter. Je sais pas, je crois me souvenir que le scénario du milieu de gamme des Nations Unies, c'est qu'on stabilise à 9 milliards ou un truc comme ça. Donc maintenant, est-ce que tu peux préciser? Ta question, c'est autour de quoi devrait se stabiliser à long terme la consommation mondiale ou quelles devraient être les sources d'énergie avec lesquelles on va finir à long terme? Ouais, c'est ça. Mon raisonnement, c'est si tu enlèves l'énergie fossile, en gros, on divise notre consommation d'énergie par 5. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et du coup, c'est voilà, si on arrive à ajouter à ça quelques énergies renouvelables qui ne sont pas aussi efficaces que les énergies fossiles, en gros, à la fin, quelle est un peu, grosso modo, la quantité d'énergie disponible qui pourrait rester à l'humanité en régime stable?
Ça, écoute, j'ai très très peu d'idées de quelle sera la consommation mondiale d'énergie en 2200. Ça dépend tellement de tellement de facteurs. Si tu me poses la question en 2200, si jamais on n'est pas dans une planète genre Mad Max, quelles seraient les sources d'énergie massives, je dirais. Je m'attendrais peut-être au soleil, parce que finalement, c'est la moins diluée de tout ça. Enfin, je sais que là, il y a le problème des matières premières qui entrent en jeu, et là, j'y connais rien du tout. D'accord. Mais quelqu'un qui serait branché mine de silicium et tout ça, peut-être me dirait attends, il n'y a pas assez de silicium dans le monde pour faire tout ce que tu veux faire. Mais donc il faut être conscient, voilà, que ça c'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. J'ai l'impression qu'à long terme, c'est une bonne idée d'essayer de faire la fusion thermonucléaire pour plein de raisons. Il me semble que le message biblique il y a une dimension d'espoir dans le message biblique. Et là, tu nous parles d'une situation qui est désespérée. Comment est-ce que tu conjugues espoir et désespoir, si tu les conjugues, ou est-ce qu'on est vraiment dans deux réalités qui sont complètement indépendantes les unes des autres? Je sais pas. Voilà. Non, ça, sincèrement, je sais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très heureux de rencontrer. C'est un sujet de conversation sans fin entre Jean-François et moi, parce que je sais pas trop quoi faire avec ça.